Bonjour, 46e épisode des Traductions sans filet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre paru cette année. C'est le premier roman d'un jeune auteur anglais, Wilman Muir, et le roman s'appelle The Many. Alors je connais l'existence, j'ai découvert l'existence de ce premier roman, car il a fait partie de la sélection pour le prestigieux Man Booker Prize de 2016. Et apparemment c'était une surprise un peu pour tout le monde, y compris pour Wilman Muir et pour son éditeur, qui est un petit éditeur indépendant en fait. Voilà, donc c'était un petit peu à l'extérieur des grosses machines et c'était une vraie surprise. Donc moi j'ai lu quelques articles sur ce livre, ça m'a donné envie de le découvrir. Je l'ai lu maintenant il y a un mois et demi à peu près, et sans vouloir trop en dire, c'est une sorte de roman d'anticipation, dystopique en fait, qui se situe en Cornouailles, et dans une Cornouaille qui n'a pas été en fait désertée par sa population. Ça se passe sans date, on ne sait pas exactement quand ça a lieu, on imagine que c'est dans un futur proche en fait. Donc la Cornouaille n'a pas été désertée de ses habitants, mais en revanche, les activités traditionnelles de pêche sont devenues très réglementées. Et quand je dis réglementées, c'est parce qu'en fait il est interdit de pêcher en dehors d'une certaine zone, et à ce que l'on comprend, la totalité des poissons pêchés sont aussitôt récupérés par une agence gouvernementale, alors peut-être supranationale, on ne sait pas trop, afin que voilà, qu'ils ne puissent pas circuler, qu'ils ne puissent sans doute même pas être consommés par la population locale ou faire l'objet d'un commerce. Donc ça c'est le premier élément qu'on comprend dans ce roman. Le deuxième élément qu'on comprend progressivement, c'est que en fait au large, croisent en permanence des navires militaires qui sont censés empêcher en fait tout le monde en fait, d'aller au-delà d'une certaine zone. Et ce que l'on comprend aussi, c'est que la baignade est devenue interdite, dangereuse, partout, sans doute parce que les eaux sont totalement toxiques et bourrées en fait de composants et de produits chimiques. Et donc même les personnages qui sont les habitants du village ne le font jamais, ne se baignent plus jamais. Donc il y a des personnages de pêcheurs, et puis ça tourne autour d'un étranger qui arrive, d'un étranger au village, hein, c'est un anglais, mais étranger au village, qui décide de reprendre la maison, de réaménager et de s'installer dans la maison d'une figure un peu mythique, morte dans des circonstances qu'on ne découvrira qu'à la fin du roman. Et cet étranger, Timothy, s'acclimate plus ou moins bien et se fait plus ou moins des amis. Il trouve finalement les villageois très fermés. Et à un moment donné, et c'est un passage que j'ai choisi de traduire, c'est juste après, il part avec un des pêcheurs, qui est un autre personnage principal, Evan. Il part avec ce personnage, il part avec ce pêcheur, et ils prennent quelques risques. Ils vont en fait au-delà de la ligne de démarcation, en quelque sorte, ils vont au-delà de la zone autorisée, et ils ramènent en fait une sorte de pêche miraculeuse. Donc il y a évidemment une réécriture bien sûr de la pêche miraculeuse, mais ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé moi, c'est de traduire le début du chapitre 11, qui est en quelque sorte, qui raconte ce qui se passe après cette pêche et comment cela évidemment perturbe la communauté des villageois qui ne s'attendaient pas à ça. Et donc je vais lire le texte, le début de ce chapitre 11, c'est à la page 72 donc de l'édition paperback de The Many. After the catch, no one, not even the other crews, had asked Evan about his excursion beyond the container ships, as if they didn't really want to know the answer. The celebrations that night had been strained with all that was unsaid. No one wanted to talk about the fish themselves, though the catch warranted discussion, nor the circumstances in which they had come to be landed. Catch is a catch, a few of them had said, and others around had nodded in agreement, as though that was all that needed to be said on the matter. Timothy, on the other hand, was discussed in detail. Evan had noticed the stories about the newcomer had started to transfigure
somehow into fictions of redemption, and the more beer that was drunk, the wilder the stories of his influence became. But of the great hope passing outside the fleet's boundary lines, Clem was the only one who came close to asking. "Lucky catch," he had said. This was after most of the others had gone home and the two men surveyed the beach that was littered with the cans and bottles of their impromptu party. "Wouldn't want to interrogate it too closely, though, for anyone's sake." Clem had stood up from his seat by the wheelhouse and pushed his hands into his jacket pocket, perhaps waiting for Evan to comment, or perhaps waiting for his words to sink in. In place of an answer, Evan had proffered Clem another beer from the crate by which he was sitting, and Clem had shaken his head and walked off up the beach, leaving Evan alone in the dark, 2 hours before the sun threatened the horizon. After the catch, après la pêche, après cette prise, je sais pas si... Après la pêche, personne n'avait demandé, no one had asked Evan, personne n'avait posé de questions à Evan, not even the other crews, et pas même les autres équipages. On avait posé de questions à Evan, alors, about his excursion beyond the container ships. Alors, littéralement, sur son excursion, sauf qu'en français, excursion, c'est positif, c'est guilleré, là, c'est évidemment pas ça. C'est sur le fait qu'il s'était aventuré. Hein. On avait demandé, ouais, peut-être on avait demandé s'il s'était aventuré ou pourquoi. Le problème, c'est que si on dit si ou pourquoi, on précise, alors que c'est about, comment il s'était aventuré. On avait posé de questions à Evan sur la façon dont il s'était aventuré au-delà des porte-conteneurs. As if they didn't really want to know the answer. Comme s'ils ne voulaient pas vraiment connaître la réponse. Their celebrations that night had been strained with all that was unsaid. Leur célébration, la fête nocturne, the celebrations that night. La fête nocturne avait été, alors c'est pas gâché, strained, mais avait été, il y a une gêne quoi. Tout au long de cette nuit de célébration, ceux qui... Alors, all that was unsaid, tout ce qui n'était pas dit, littéralement, tout ce qu'on ne disait pas, tout ce dont on ne parlait pas, hein, ça c'est l'idée du squelette dans le placard, un peu, c'est ça. Tout ce dont on ne parlait pas avait été source de gêne. C'est amélioré ça. Tous ceux dont on ne parlait pas avaient gêné, non, avaient... oui, ça avait gâché la fête en fait. Mais c'est pas spoil, c'est strain, c'est moins fort. Donc, bon. Tout au long de cette nuit de célébration, ceux dont on ne parlait pas avait été source de gêne. No one wanted to talk about the fish themselves. Personne ne voulait parler des poissons. Though the catch warranted discussion, bien que cette prise, bien que cette pêche, je ne sais pas si on va dire prise ou pêche, moi j'ai envie de dire pêche en fait, parce que c'est la pêche miraculeuse quand même, bien que cette pêche appela, donc, imparfait du subjonctif, appela la discussion, appela la discussion, nor the circumstances in which they had come to be landed. Donc personne ne souhaitait parler des poissons, ni des circonstances dans lesquelles ils avaient été attrapés. Catch is a catch, a few of them had said. Une pêche, c'est une pêche. A few of them had said, avaient dit quelques-uns. Quelques-uns avaient dit, ouais. Quelques-uns avaient dit, une pêche, c'est une pêche. And others around had nodded in agreement. Et ceux qui les entouraient avaient opiné. Enfin, nodded in agreement, je pense qu'on peut
le concentré en opiné, simplement, avait opiné, as though that was all that needed to be said on the matter, comme si cela réglait la question une fois pour toutes. Timothy, on the other hand, was discussed in detail. Timothy, lui, on en parlait en détail. Était un sujet. Ouais. Was discussed in detail. En revanche, on avait parlé de long en large de Timothy. Evan had noticed the stories about the newcomer had started to transform. Evan avait remarqué que les histoires qu'on racontait au sujet du nouveau venu commençaient à changer, to transfigure somehow into fictions of redemption, à se muer d'une certaine façon, ou à se muer, somehow, c'est parce que mystérieusement, comment on dirait, indiciblement, comment c'est quoi cet adverbe que je ne retrouve pas, à se muer, c'est sans qu'on s'en rende compte, quoi, c'est cette idée-là, à se muer, à se transformer imperceptiblement, je pense que ici, somehow, c'est pas mal de le traduire par imperceptiblement, à se transformer imperceptiblement, et c'est vrai que je sous-traduis transfigure, qui a également un sens chrétien et même christique, à se transfigurer, après tout pourquoi pas, à se transfigurer imperceptiblement, non, il n'y a aucune raison de ne pas le garder en fait, à se transfigurer imperceptiblement en histoire de rédemption, and the more beer that was drunk, the wilder the stories of his influence became, et plus on buvait de bière, plus les histoires à son sujet, là je crois qu'en revanche, the stories of his influence, les histoires à son sujet, alors devenez démente ou devenez incontrôlable, mais une histoire qui est incontrôlable, c'est pas terrible. Wild stories, c'est une histoire abracadabrante en fait. Plus les histoires à son sujet devenaient abracadabrantes. But of the great hope passing outside the fleet's boundary lines, Clem was the only one we came close to asking. Mais Clem fut le seul à oser. Ouais. C'est came close to asking. Ouais. Non, ça va pas aller de commencer par Clem. On va peut-être commencer quand même. On va peut-être garder l'ordre de la phrase. Mais quant au fait que le Great Hope, alors est-ce que je traduis le nom du bateau de pêche ou pas? Bon, je pense que je vais le laisser quand même. C'est l'espérance en fait, la grande espérance. Bon, c'est vrai que grande espérance en plus en français c'est la traduction officielle de Great Expectations de Dickens, donc ça faudrait pas qu'il y ait un effet de brouillage là qui n'est pas du tout voulu par Wilhelm Muir. Bon, quant au fait que le Great Hope était allé au-delà des lignes de démarcation, il n'y eut que Clem pour aborder vaguement la question. Lucky catch, he had said. Belle prise. Ouais, belle prise. Un coup de bol. Ouais. Un sacré coup de chance. Un sacré coup de chance, cette pêche. This was after most of the others had gone home. Il avait dit ça alors que la plupart des autres étaient rentrés chez eux, and the two men surveyed the beach, and the two men surveyed the beach, pendant qu'ils observaient tous les deux la plage littered with the cans and bottles of the impromptu party, la plage recouverte de canettes et de bouteilles
les vestiges de leur petite fête improvisée. Wouldn't want to interrogate it too closely though for anyone's sake. Vaudrait mieux pour tout le monde qu'on n'y regarde pas de trop près. Clem had stood up from his seat by the wheelhouse. Clem s'était levé, ou avait quitté, oui, avait quitté son siège. By the wheelhouse. Alors est-ce que c'est une écluse? Est-ce que c'est une maison commune? The wheelhouse. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, voilà, je prépare pas les traductions et du coup il y a toujours un mot de vocabulaire qui m'embarrasse. Il y a 3 jours, j'avais eu un énorme trou cérébral avec slide en fait. Juste, je n'arrivais pas à voir que c'était tout simplement un toboggan. Mais là c'est wheelhouse, donc on va laisser en blanc et puis les surtitres compléteront. Clem s'était levé de son siège auprès de la wheelhouse, donc elle a complété. And pushed his hands into his jacket pocket. Et il avait enfoncé les mains dans la poche de sa veste. C'est bizarre d'ailleurs, il enfonce ses 2 mains dans une seule poche. Je me demande si c'est pas une faute quand même une erreur de typographie dans l'édition quand même. Into his jacket pockets quand même, non? C'est bizarre. Ou alors c'est ses poches, ou alors c'est ses vestes là de travail, en l'occurrence peut-être vestes de marin, dans lesquelles la poche ventrale en quelque sorte est traversante, là je sais pas, donc on peut peut-être mettre les 2 mains dans une seule poche. Bon, c'est curieux quand même, en français ça paraît vraiment curieux. Et il avait enfoncé les mains dans les poches de sa veste. Perhaps waiting for Ethan to comment. Peut-être attendait-il qu'Ethan lui réponde. Or perhaps waiting for his words to sink in. Ou que ses paroles sink in. Alors évidemment c'est une très belle métaphore en anglais, tout à fait conventionnelle d'ailleurs, il n'y a pas véritablement un néologisme ici, mais en revanche William Muir joue évidemment avec le sens de sink, qui est se noyer et couler, dans ce contexte de pêche évidemment et de marin. Et évidemment, bon, to sink in, ça veut dire que les paroles rentrent, quoi, les paroles sont comprises, c'est-à-dire c'est quand on dit capter, imprimer, etc. Ou peut-être attendait-il que ces paroles fassent tilt, quoi, c'est cette idée-là, mais évidemment, quelle que soit la traduction choisie, d'ailleurs il y en a sans doute de meilleures pour se sink in que faire tilt, parce que le niveau de langue n'est pas tout à fait le bon non plus, mais quelle que soit la traduction, je pense qu'on perdra évidemment ce jeu de mots un petit peu sur sink ici. In place of an answer, Ethan had proffered Clem another beer from the crate by which he was sitting. Au lieu de lui répondre, ou en guise de réponse, peut-être en guise de réponse, Ethan avait tendu à Clem une autre bière, donc avait pris dans la caisse près de laquelle il était assis une autre bière et l'avait tendue à Clem, et Clem avait secoué la tête. Alors, shaken his head, là c'est négatif, comme tout à l'heure j'ai traduit nod in agreement par opiner. On peut dire opiner du chef, mais c'est pas nécessaire en fait, en français c'est clair, opiner c'est être d'accord. Had shaken his head ici ça veut dire, c'est ça quoi, c'est non j'en veux pas. Et comment on dit ça du coup? C'est bête, il y a des trous. Et Clem avait secoué la tête, avait secoué la tête pour dire non, avait refusé en secouant la tête. Donc là, contrairement à tout à l'heure où j'avais pu faire une concentration, ici je suis obligé de faire un étoffement, je suis obligé d'étoffer. Avait refusé en secouant la tête, ou avait refusé d'un signe de tête, et s'était éloigné en longeant la grève, leaving Ethan alone in the dark, laissant... Ouais, peut-être qu'on devrait faire enlever les conjonctions de coordination. Clem avait refusé, pas et Clem avait refusé. Clem avait refusé en secouant la tête, s'était éloigné le long de la grève,
et avait laissé, ou en laissant Evan seul dans l'obscurité, 2 hours before the sun threatened the horizon, 2 heures avant que le soleil ne vienne menacer, alors littéralement ne vienne menacer l'horizon, qui me paraît quand même particulièrement audacieux en français. Donc si on veut véritablement conserver la force de l'image, on gardera ça, avant que le soleil ne vienne menacer l'horizon. Et puis si on veut un petit peu normaliser ça, et si on a peur évidemment qu'un lecteur pense que c'est une faute de traduction, que c'est un calque de l'anglais, on rationalisera en disant, ou on normalisera plutôt en disant, avant que le soleil ne vienne menacer à l'horizon, ne se fasse menaçant à l'horizon, ou une menace à l'horizon, avant que le soleil ne menace à l'horizon. Voilà pour cette traduction d'une page d'un beau roman, d'un beau premier roman de Will Muir, The Many.